Bienvenue sur le ring, l'ODJ Radio TV, Saïd Gamra. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes spécialiste en énergie et plus précisément en management de l'énergie en temps réel. 3 rounds thématiques avec vous, Saïd Gamra. Premier round, New Deal Total, donc cet investissement colossal important annoncé par le géant pétrolier Total. Quel bénéfice énergétique pour le Maroc, avec un point d'interrogation. Deuxième round, réforme de l'ONE. On recommence à en parler. Et la question qui vous est posée dans ce deuxième round, réforme de l'ONE, un coup d'accélérateur à la libéralisation avec un point d'interrogation, oui ou non, vous nous direz. Et troisième round, transition énergétique, quel modèle d'énergie en transit? Okay. On commence avec le premier round. Cette annonce qui a été faite il y a quelques jours, le géant pétrolier Total, 100 milliards de dirhams d'investissement dans la région de Guelmim. Qu'est-ce qu'il faut y dire? Qu'est-ce que vous y voyez, vous qui êtes spécialiste, expert dans le domaine de l'énergie? Ben, écoutez, c'est un investissement qui est très important. Et au début, il était annoncé pour être un projet de production d'hydrogène. Donc il y a 1 an et demi ou un peu plus. Parce qu'on entend parler de ce projet depuis début 2022. Fin 2021, début 2022. Depuis qu'il a été annoncé. Et donc récemment, cette semaine, on a une autre annonce qui dit que Total va donc exporter de l'énergie verte en Europe. Éventuellement pour pouvoir produire de l'hydrogène probablement vers Barcelone en se raccordant avec le gazoduc qui va avec l'interconnexion. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous, le Maroc? Est-ce qu'on va tirer des dividendes? Parce qu'on parle beaucoup nous d'hydrogène. D'ailleurs, le chef de l'État, la plus haute autorité de l'État, a demandé il y a 8 mois, l'automne dernier, une feuille de route de tout l'écosystème d'hydrogène vert. Est-ce que cette annonce d'investissement de 100 milliards de dirhams réalisé par un opérateur étranger, en l'occurrence Total, est-ce que c'est une bonne nouvelle et est-ce que le Maroc va en tirer profit? Dans l'absolu, c'est une bonne nouvelle. D'accord, donc c'est un investissement très important qui va se faire sur le Maroc. Mais juste pour se faire une idée un petit peu de cet investissement, qu'est-ce que ça correspond à quoi comme valeur marchande de cette production, comme data du projet. Donc tout ça, ce n'est pas clarifié, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un minimum d'informations. On sait que c'est côté puissance électrique, c'est 10 gigawatts. Et partant de là, on peut deviner à peu près ce que ça peut être ce projet s'il alimente des électrolyseurs, par exemple, à Barcelone. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, en tout cas, ce qu'on sait déjà, d'ores et déjà, c'est qu'il n'y aura pas d'électrolyseurs, de plateformes industrielles d'électrolyse au Maroc et dans la région de Guelmim. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ce qu'on a lu. On a lu qu'il n'y aurait certainement pas de production d'hydrogène, mais on ne sait pas, ça peut changer demain encore une fois. Donc, c'est des nouvelles qui ne sont pas encore sûres. Mais ce qui est sûr, c'est que, il y aura des éoliennes et du photovoltaïque sûrement au Maroc, que ce soit une option ou l'autre. Oui. Et dans ce cas, le plus important pour nous, c'est de regarder de manière un peu plus claire ce projet. Ça veut dire quoi? Ce projet veut dire la production d'hydrogène vert à partir de renouvelables et qui correspondrait à peu près à 0,67 millions de tonnes d'hydrogène par an. Donc 670 000 tonnes par an. Donc 670 000 tonnes d'hydrogène fabriquées par an dans la région de Guelmim, sur la base du soleil et du vent. Exact. Et plus du vent que du soleil. Alors sur la base d'un excellent facteur de charge des éoliennes, parce que les éoliennes au sud, elles tournent très bien, donc un facteur de charge qui peut être entre 40 et 45%, et un facteur de charge de 20% pour le photovoltaïque. Donc partant de ces deux données-là, on peut calculer bien sûr la quantité d'hydrogène qui va être produite. Mais en même temps, je veux dire, donc, ce projet d'investissement de 100 milliards de dirhams annoncé dans la région de Guelmim, et puis précisément, d'ailleurs, je vois dans le village de la commune de Noun, Timelzoun, c'est un village rural en plein cœur de la région de Guelmim, Oued Noun, ça va quoi? C'est installer des photovoltaïques et des éoliennes, parce qu'on dit qu'il y a un gros potentiel déjà là-bas existant. Exactement. Alors, on le voit sur la carte de la ressource au Maroc, on sait très bien où est-ce qu'il y a du vent, où est-ce qu'il y a le soleil. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et partant de là, on
calcule ce qui peut être produit comme énergie, que ce soit que la production soit à Gulmim ou qu'elle soit en Europe. Donc ça, c'est En même temps, je reviens sur la même question. Qu'est-ce qu'on va tirer comme bénéfice de tout ça, nous? Je veux dire, si c'est juste l'installation de panneaux photovoltaïques, ce qu'on a fait d'ailleurs avec la plateforme Nour 1 et Nour 2, si c'est juste des éoliennes, on aurait pu le faire nous. Voilà. C'est quoi la plus-value de Total et c'est quoi les dividendes pour nous? Voilà, en faisant ces recherches, ce que j'ai compris, c'est que le contrepartie, ce serait des emplois. Bon, les emplois, Total est bien obligé d'avoir des emplois là où il va dans le monde. Donc, un emploi n'est pas un contrepartie. Finalement, il n'y a rien d'annoncé aujourd'hui comme part du Maroc dans ce productible. Parce que ce qui intéresse le Trésor, c'est d'avoir de l'argent, ou bien l'ONE, avoir de l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire? Une part de cette électricité et une part de... La production hybride d'énergie, parce que c'est l'objectif qui a été fixé à l'horizon 2025 de 10 gigawatts. C'est quoi? Le Maroc va bénéficier aussi de l'énergie qui va être produite dans cette région via Total Energy ou Apparemment, non. Apparemment, toute l'énergie qui va être produite. Toute l'énergie qui va être produite va sortir. Donc, il n'y a aucune déclaration. Alors, maintenant, il faut quand même que le Maroc se défende. Il faut que ce soit win-win. On ne peut pas dire donner 187 000 hectares et des emplois, peut-être 4 ou 5 000 emplois, en disant, et nous dire qu'on va être les deuxièmes producteurs d'éolien en Afrique. Et également exportateurs d'hydrogène vert. Parce qu'il y a cet enjeu-là. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de marque et de branding aujourd'hui, de soft power, dans ce deal de Total 100 milliards de dirhams investis dans la région de Guelmim pour la production d'énergie hybride? Et en retour aussi, le Maroc se positionne dans le continent et sur le continent en étant le deuxième producteur d'énergie éolienne. Mais c'est très bien. Et le principal exportateur d'hydrogène en direction de l'Europe. Non, mais c'est très bien. Tout ça, c'est excellent. Mais si vous voulez, quand vous êtes dans un cadre d'affaires win-win, il faut plus que ça. Quand on a démarré la filière automobile, c'était attirer un premier grand constructeur et pour qu'il y ait un échange de transfert de savoir et en même temps la création de milliers d'emplois. Ça, c'était le cas pour Renault. Est-ce qu'on n'est pas sur le même copier-coller, Saïd Gamra, que se dire, si on laisse faire, ça va être le même copier-coller. Maintenant, avec un transfert de savoir. Maintenant, lorsqu'on regarde, par exemple, les explorations du pétrole ou du gaz, le Maroc, il est au minimum à 25%. D'accord? Si je fais le parallèle avec ce qui se passe maintenant, que ce soit de l'électricité ou du H2, le Maroc doit bénéficier au bas mot de 25%. 25% de retour produit, soit en nature, soit un versement qui irait au Trésor, mais ça ne peut pas, on ne peut pas imaginer un deal comme ça uniquement avec l'emploi. Est-ce qu'en même temps, vous l'avez vu depuis plusieurs mois, tout le monde se positionne sur l'hydrogène vert, en tout cas tout le monde en parle. Il y a une demande qui a été faite, donc on en parlait précédemment par la plus haute autorité de l'État, de lui présenter une feuille de route sur tout l'écosystème industriel d'hydrogène vert. Est-ce que là, cet investissement physique de Total Energy dans une région du Maroc qui est Guelmim, ça ne peut pas être le point de départ aussi de toute notre stratégie de production d'hydrogène vert et en même temps de décarbonation et cette fameuse neutralité carbone aux frontières? Il faut qu'on ait une partie pour décarboner, il faut la définir cette partie. Est-ce que ça va être 3%, ou 25, ou 2, ou 40? Je n'en sais rien. Pour décarboner l'économie, et on en a besoin. Si par exemple on est à 25% des 10 gigawatts, ça nous fait quand même 2,5 gigawatts. Qui va quand même pratiquement, nous sommes à 3,5 gigawatts, on va passer à 5,5. Donc c'est pas rien, c'est pas rien, d'accord. Donc en tout cas les principaux dividendes, vous dites si c'est que la création d'emplois et d'emplois verts et d'emplois durables dans la région de Guelmim, oui, mais voilà, c'est pas suffisant. Pourquoi? C'est pas suffisant. Parce que l'emploi, de toute façon, une société comme ça a besoin de créer de créer de l'emploi pour faire fonctionner son projet. Donc l'emploi n'est pas quelque chose n'est pas une faveur, si j'ose dire. L'emploi, est-ce que c'est pas ça les Gamera, avant qu'on passe au deuxième round, est-ce que c'est pas le prix à payer entre guillemets pour apprendre aussi tout cet écosystème d'hydrogène vert? Non, mais le souci, c'est que si on donne un mauvais signal pour le premier cas, on risque d'avoir des problèmes sur les autres cas. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à l'hydrogène au Maroc, vu sa position, sa crédibilité.
Et maintenant, il ne faut pas qu'on rate le coche avec le premier. Et juste sur un point très technico-technique, parce que vous êtes vous un expert sur le sujet, Saïd Gamra, il y avait beaucoup de polémiques de dire attention, l'hydrogène vert, ça demande beaucoup d'eau et beaucoup de potentiel hydrique. Là, cette fois-ci, ça sera de l'hydrogène vert qui sera produit avec du soleil et du vent. Donc du coup, ça y a deux options, veut dire que ça reste 100% énergie propre. Oui. Et on n'abîme pas, on ne risque pas de... Si vous imaginez une série de projets pour une plateforme, si j'ose dire, de lotissement hydrogène que moi je vois bien entre Laayoune jusqu'à Guerguerat, ces lotissements-là, ils peuvent être organisés de telle sorte que certains vont produire de l'électricité pour l'Europe, et d'autres vont pouvoir exporter de l'hydrogène liquide pour l'Afrique. En face, c'est les États-Unis. Donc ça ouvre vraiment tout le potentiel. Mais il faut qu'on ait ce cadre. En tout cas, l'enjeu, c'est bien, on voit bien à partir de 2025-2026, je crois, ce sera le premier kilowattheure qui sera produit à partir de la région Nouadhibou par Total Energy. Ça peut être aussi le point de départ du Maroc qui exporte de l'énergie propre en Europe. On peut dire que c'est le Maroc, mais c'est surtout Total qui exporte. Total Energy. D'accord. C'est quelque chose qui n'est pas valorisable, cette phrase. Donc, moi, je préfère du cash vers le trésor ou de kilowattheure vers le réseau. Ça me va bien. Justement, vers le réseau, c'est une parfaite transition énergétique. Et ça va aider à la transition énergétique. Complètement. Et qui est un sujet qui nous, par contre, là, qui est marocain et qui nous concerne directement. Saïd Gamra, sur ce deuxième round de réforme de l'ONE, l'Office national de l'eau et de l'électricité, on en reparle aujourd'hui avec insistance, parce que c'est un vieux sujet aussi. Ça a été une recommandation d'ailleurs de la commission Ben Moussa, nouveau modèle de développement qui est en train de réémerger. Est-ce que c'est un coup d'accélérateur à la libéralisation du secteur? Cette réforme de l'ONE qu'on nous présente comme quelque chose qui devrait donner un peu plus de visibilité aux acteurs et aux investisseurs dans le secteur de l'énergie. Écoutez, l'ONE, c'est une vieille dame. Elle a 60 ou 70 ans. On a construit cet office, si vous voulez, qui a fait un excellent travail après tout. On n'a jamais eu de soucis d'électricité. Ils ont très bien géré la crise avec l'Algérie. Et l'ONE avant, comme vous le savez, il distribuait surtout le Maroc, et ensuite il y a eu les concessions qui sont venues. Et suite à ça, maintenant, le sentiment que j'ai, c'est qu'on va casser un bijou. Un bijou de famille? Oui. On va casser un bijou de famille. Donc si vous dites on va casser un bijou de famille dans la séquence dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les tensions sur les finances publiques, les tensions sur le pouvoir d'achat de l'ensemble des citoyens à cause de l'inflation, le coût de la non-réforme de l'ONE, parce qu'on en parle depuis plusieurs années. Ça dépend quelle réforme vous voulez faire. Ça dépend quelle réforme. Dixit Leïla Ben Ali, ministre en charge de l'énergie, de la transition énergétique, a estimé et évalué le coût de la non-réforme de l'ONE, c'est-à-dire production, transport et distribution, à 5 milliards de dirhams par an additionnels. 5 milliards de dirhams, c'est le coût de réforme dans le secteur de l'énergie en général. Les lois, surtout les lois. C'est la non-application des lois. Et elle a dit que c'était un minimum. Et je suis d'accord avec elle, c'est vraiment un minimum. Et ça coûte plus cher que ça. Donc, ça veut dire... Côté loi, ça ne touche pas uniquement l'ONE. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que vous voulez dire. Ça fait depuis mars 2022 qu'il y avait un agenda qui avait été lancé par Leïla Ben Ali, une fois de plus, en charge de la transition énergétique, pour une séparation comptable des activités eau et électricité de l'ONE. Donc voilà, un peu grosso modo vers quoi les éléments dont on dispose pour la direction que pourrait prendre la réforme de l'ONE. Vous, cette réforme-là, comment vous la voyez? Qu'est-ce qui serait aujourd'hui bénéfique pour le pays, pour le secteur industriel, pour les ménages? Ce qui va se passer, on a les SRM, donc les sociétés régionales multiservices qui vont être créées sur les 12 régions. Et vous avez l'ONE qui apparemment va se charger du transport, c'est ce qu'on dit. Et ensuite, vous avez comme la production amont. Est-ce que ça va être des privés? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on va libéraliser le reste de la production de l'ONE? Est-ce que c'est bien le schéma? Alors, le schéma en France, et vous le savez, il y a eu la création de ces sociétés, on appelle ça des sociétés parasites, donc qui achètent de chez EDF, ils n'ont rien, ils n'ont pas un câble, ils n'ont pas de transformateur, ils n'ont rien du tout, et qui revendent en se faisant une marge. Des fois, il leur arrive d'acheter à 50 € du mégawattheure et ils le revendent à EDF à 300.
Et vous avez vu les prix, comment l'an dernier, on en avait parlé. C'était tout un... La conjoncture inflationniste aussi qui avait a flambé des prix. Donc, on se dirigerait vers ce modèle-là, nous, au Maroc je crains qu'on va se diriger vers ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une ouverture de la production d'énergie au secteur privé? Parce que si vous dites la libéralisation du secteur de l'électricité, vous dites je garde le transport qui est là, ça veut dire automatiquement vous allez libérer la production tout en laissant peut-être le personnel de l'ONE gérer cette chose-là. On ne sait pas, au valeur d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer côté production. Par contre, on sait ce qui va se passer côté distribution. On sait que il y aura 12 sociétés. Bon. Une société mixte, c'est un partenariat public-privé? Est-ce que c'est ça? Parce que c'est ce qu'on nous dit. C'est 10% qui irait au public et 90% qui irait au privé. Et on ne sait pas qui va être ce privé. Est-ce que c'est un privé qui va gérer professionnellement? Est-ce qu'il a l'expérience? Ça, ce sont les gros risques. Deuxièmement, vous avez la péréquation de l'ONE qui fonctionnait très bien parce que l'ONE, elle a des zones où le kilowattheure lui coûte peut-être 20 dirhams parce qu'il est obligé de tirer des câbles. C'est des coûts d'infrastructure. Et donc, il tenait un petit peu de cet équilibre-là. Avec des privés, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez un SRM qui serait déficitaire, personne ne va se mettre là-dedans. Aucun privé. Ouais, mais les SRM de consistance, c'est pour ça que je pose la question partenariat public-privé, il y aura l'engagement du public. Alors les plus juteux, type Casablanca, Marrakech, Tanger, Rabat, là ça intéresse parce que où est la marge dans un kilowattheure? La marge dans un kilowattheure, elle est dans la distribution. Elle n'est pas dans la production. Quand l'ONE produit à 0,5, 0,6, mais pas en 2022, il ne faut pas prendre le cas 2022. C'était avant 2022. Bien avant l'inflation. Il vend à une régie, il vend à 0,7, 0,8, c'est une petite marge, mais par contre, la régie, elle peut vendre jusqu'à 2 dirhams. Donc c'est là où il y a tout le jeu de... Donc on se dirige vers une réforme de l'ONE avec une partie de la production qui va être libéralisée, ouverte au secteur privé. La partie distribution qui commence à s'ouvrir un petit peu, et vous dites que l'ONE sera essentiellement garant et comptable d'une seule activité, celle du transport. L'énergie pour des raisons certainement de sécurité. Du transport, ce qui n'est pas très... Qui c'est qui va faire le dispatching, par exemple? L'activité de dispatching, qui est la gestion du réseau national. Est-ce que ça va être un privé? C'est ça les questions. Donc, est-ce que ça veut dire, selon vous, qui connaissez très bien le secteur, c'est Gamra, c'est qu'on se dirige, ou pas d'ailleurs, vers une libéralisation du secteur de l'énergie, de l'électricité, à l'instar de ce qui avait été fait en 2015 concernant les hydrocarbures et l'ouverture du marché? Je crois que ça va être un schéma comme ça, où les prix seront libéralisés à l'aval, ils seront libéralisés à l'amont avec les producteurs privés. Et Dieu sait où on irait avec un schéma pareil. Est-ce que ça veut dire que l'État pourrait se désengager et que les prix seraient fixés selon l'offre et la demande? Il y aurait un encadrement précis aussi des prix, avec un plafonnement, pour éviter ce qui se passe d'ailleurs sur les prix des carburants et des hydrocarbures? C'est le sens qui a été donné à la libéralisation dans le modèle de développement. Et modèle de libéralisation, il n'y a pas 36 solutions, c'est libéraliser, parce que le transport, ça n'intéresse personne, il va rester chez l'ONE. D'accord? Donc il n'y a pas de... Qu'est-ce que ça risque de changer aussi? Parce que vous le savez beaucoup mieux que moi, on a un problème structurel au niveau du marché de l'énergie, le marché de l'électricité, c'est que notre production nationale produit largement en deçà des besoins de la demande, c'est qu'on a la production d'énergie propre, ENR, qui a du mal à produire massivement, parce qu'on n'est pas encore monté en charge et monté en croissance, et on a un coût de l'énergie, et surtout quand on consulte nos industriels, qui sont en concurrence avec les économies un peu de la région et autres, où le coût du kilowatt industriel n'est pas compétitif. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, voilà. Un, produit pas assez d'énergie. Deux, pas assez d'énergie propre. Et trois, un coût du kilowatt industriel trop élevé. Le prix du kilowattheure industriel, il est compliqué à calculer. D'accord? Donc, on tient compte des trois tarifs. Et on ne peut pas le comparer avec un autre pays. Ce n'est pas comparable. Est-ce qu'on travaille avec les mêmes bases? J'ai travaillé sur ce sujet. Et c'est pour ça que je vous pose la question d'ailleurs. Le prix au Maroc, c'est un prix raisonnable
en tout cas l'Espagne, vous avez l'exemple devant vous. La Turquie a été augmentée. Le prix de l'électricité a augmenté. Bon, tout ça, ce sont nos concurrents sur ce marché. Et donc, mais en tout cas, je ne pense pas que le coût moyen de 0,9 dirhams que nous avons dans l'industrie soit un coût excessif. Ouais, on dit que les industriels, il faudrait que ça soit bon, mais à 0,6, 0,7, on pourrait être compétitif, le kilowatt. Mais donc, juste par rapport aux problèmes structurels que nous avons, à la lumière d'une réforme de l'ONE et d'une libéralisation du secteur, est-ce qu'on produira plus d'énergie et plus d'énergie propre? Parce que Valeur aujourd'hui, on ne produit pas suffisamment d'énergie, y compris sur la base d'énergie fossile, on ne produit pas suffisamment d'énergie propre sur la base de l'éolien et du solaire. Notre énergie propre aujourd'hui, nous sommes un mix en 2022 à 17%. Donc on a perdu 2 points à cause de la production solaire qui a chuté de 41%, je crois qu'on en avait discuté. Oui. Et à l'époque, on n'avait pas les datas, mais aujourd'hui, on sait que la valeur des ENR dans le mix a chuté à 17%. On n'arrive pas à monter en renouvelable. Certains écrivent que le Maroc s'est endormi sur ses lauriers. Et bon, le système arrive à une certaine saturation. Vous ne pouvez pas tout produire en haute tension. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut développer la moyenne tension, d'où l'obligation de libéraliser le secteur. D'où l'obligation de faciliter les investissements en moyenne et basse tension. Parce que la haute tension, il n'y a que 135 clients en haute tension. Les millions de ménages et des milliers d'industries, c'est la moyenne et la basse tension. C'est là où il faut monter. Donc ça veut dire que la réforme de l'ONE peut avoir du sens au niveau de la production d'énergie, l'ouvrir au secteur privé, plus d'investissement dans le secteur privé et plus de production d'énergie à l'échelle nationale. Exactement. On passe au troisième axe ? Oui, avec plaisir. Le troisième axe, justement, les transitions énergétiques. Quel modèle d'énergie en transit ? On est en train de transiter, on l'a vu de ces dernières années avec la conjoncture inflationniste qui a commencé d'ailleurs par les produits énergétiques et c'est les produits alimentaires qui ont pris le relais depuis bientôt 1 an d'ailleurs. Vous dites les capacités aujourd'hui, on a du mal à réaccélérer la production d'énergie propre, qu'elle soit solaire ou qu'elle soit éolienne. On essaie de développer un peu d'hydrogène, on va voir un petit peu ce que ça donne pour la production aussi d'énergie. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas produit un seul kilowatt. Quelle est la source d'énergie aujourd'hui? Quel est notre modèle? Quelle est la transition? Et quel est C'est le modèle de transition, comme vous le savez, il a été instauré par Sa Majesté en 2009. Ce modèle... Le plan solaire. Non, ce n'est pas le plan solaire. Le plan solaire est un résultat de la feuille de route royale. La feuille de route royale disait que le plan de transition du Maroc était basé sur les renouvelables et l'efficacité énergétique. C'est 2 pieds avec lesquels la transition énergétique peut marcher. Côté efficacité énergétique, on n'a pas de bilan. À 2022, on n'a pas de bilan. On sait que côté renouvelable, on sait qu'on a produit 7000 gigawattheures en 2022, mais combien d'économies d'énergie avons-nous réalisé? Parce que n'oubliez pas, l'objectif entre 2010 et 2020 était de réduire la facture nationale de 12%. Ça correspond à la facture était en 2020 vers les 70-75 milliards de dirhams. On a raté 8,4 milliards de dirhams de gains côté efficacité. Efficacité énergétique. Ouais. Mais ça veut dire oui. Mais le plus gros de l'économie, il se fait avec l'efficacité énergétique. Si vous voyez les rapports, on vous dit que l'humanité doit réduire sa consommation de 60%. Mais on voit bien aussi que là, depuis la séquence inflationniste, une fois de plus, Laïda Ben Ali, ministre de tutelle, s'est exprimé au Parlement, je crois que c'était à la première chambre, en disant record battu d'importation de GNL, de gaz naturel liquéfié d'Espagne. Donc on est toujours sur les énergies fossiles, avec une composition aussi, composite un petit peu d'énergie renouvelable. Est-ce que la valeur aujourd'hui, notre modèle énergétique est toujours en transition et qu'il est en train de quelque part un peu de tourner en rond? Il est en transition. N'oubliez pas que nous sommes dans la reprise du Covid et de l'arrêt de nos 2 centrales. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire fonctionner les 2 centrales, c'est 860 mégawatts, plus la demande intérieure, qui augmente si les prix du gaz ont baissé. Il y avait la tonne de gaz a fortement baissé d'ailleurs. Fortement baissé.
Ce qui explique la demande de notre voisin espagnol. Donc moi c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Mais notre modèle de décarbonation aujourd'hui, c'est quoi pour la transition énergétique? Revient à dire, on a une électricité qui est décarbonée à 17%, une énergie primaire qui est décarbonée à 8%. D'accord? Toutes les énergies, lorsque on est à peu 7,5 à peu près. Et le souci, c'est que nous avons pris un deal avec l'ONU de baisser l'empreinte carbone de 45,5%. Moi, mon problème, c'est comment je vais passer de 7,5 à 45. Voilà. Ça c'est le vrai souci à résoudre. Et ça, c'est le vrai souci à résoudre et ça ne pourra pas être résolu si on reste dans le modèle actuel. Si on est dans le modèle actuel. Y compris avec le gaz naturel liquéfié. Non, mais le gaz naturel n'est pas un élément de décarbonation, c'est une énergie de transition. Exactement. Mais est-ce que ça ne peut pas nous permettre, nous, dans les... Mais on doit passer au gaz. On doit foncer sur le gaz au moins pour 20 ans. Ça, la ministre, elle était claire. Sauf est-ce qu'on peut rester pendant 20 ans sans infrastructures aussi qui permettent de stocker du gaz et de le liquéfier sur place plutôt que de l'importer liquéfié? Non, je pose la question. Non, mais bon, je crois qu'ils sont en train de regarder des solutions, surtout au port de Nador. Je crois que il y aurait une centrale de gazification au niveau de Nador. Mais en tout cas, le gaz, on ne peut pas faire l'économie du gaz. Alors, la grande question que se posent beaucoup de spécialistes et d'experts comme vous, d'ailleurs, c'est est-ce que le gaz peut à un moment compenser l'énergie fossile qui est le pétrole et se dire voilà, on se met plus sur le gaz et un peu moins sur le pétrole. Moi, je n'ai pas confiance en le gaz. Avant, c'était une énergie tranquille. On a passé des dizaines d'années, son prix ne bougeait pas. Il passait dans des gazoducs qu'on n'entendait même pas parler. Maintenant, vous voyez les fluctuations et tout ça. Donc, moi, si j'ai une industrie, je ne vais pas passer au gaz. Pour vous, le gaz, je resterai méfiant vis-à-vis du gaz avec tout ce qui se passe. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix de se dire voilà et s'offrir le luxe de se dire gaz oui peut-être mais pas beaucoup parce que c'est une énergie très volatile et qu'on l'a vu avec depuis le choc d'ailleurs produit par la guerre en Ukraine. Voilà, on se retrouve avec la tonne de gaz qui peut exploser. Oui. Mais est-ce qu'il y a une autre alternative? Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Je ne connais pas d'alternative. Nous avons du gaz marocain que nous allons exploiter. Nous avons une grande centrale à gaz qui va être construite, elle sera au gaz. Construite par l'ONU d'ailleurs. Qui va être faite par l'ONU. Donc le gaz, c'est le moindre mal par rapport au charbon. C'est-à-dire qu'à 400 et le charbon, il est à 1000. Est-ce que ça veut dire que notre véritable énergie de transition énergétique se fera nécessairement par le gaz? Elle passera par le gaz. Mais nécessairement par le gaz. Nécessairement par le gaz. Parce que si on dit que nous allons disposer, par exemple, si on a un gazoduc qui produit de l'hydrogène du Sud, à ce moment-là, on peut monter et mettre du Eurotel et faire fonctionner nos centrales à l'hydrogène. Les tests aujourd'hui des turbines hydrogène, ça marche. Surtout qu'on peut produire de l'hydrogène à moins de, pratiquement à moins de 1,5 $ le kilo. Vous voyez ce que ça devient de plus en plus compétitif. C'est la meilleure façon de décarboner, c'est la meilleure sortie du charbon. Pour nous, c'est la meilleure sortie. Meilleure sortie du charbon. Dernière petite question, parce que la décarbonation, l'empreinte carbone, ces mécanismes d'ajustement aux frontières, c'est tout le grand débat, c'est qui crée des cauchemars d'ailleurs auprès de certains industriels exportateurs chez nous. Est-ce qu'en misant sur le gaz, on pourra effectivement répondre aussi aux exigences des marchés aux frontières en matière d'empreinte carbone tel que c'est aujourd'hui? Quand vous avez un industriel qui est au fuel 2, au fuel 7, c'est très carboné, il passe au gaz, donc il coupe pratiquement son empreinte en deux. D'accord? Seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'acte d'investir et de passer au gaz, vu tout ce qui s'est passé, les gens sont réticents. Donc, est-ce qu'il faudra un engagement des pouvoirs publics là-dessus pour sécuriser et rassurer les investisseurs, y compris les investissements sur le gaz naturel? La décarbonation des industries, ça passe par l'électricité en premier. Il faut qu'on puisse alimenter nos industries avec l'électricité renouvelable que nous avons déjà. On est à 7000, les clients ils prennent à peu près, en haute tension ils sont à 3000, 3500. Il y a encore un paquet qu'on peut donner rapidement aux industriels. Et on peut le faire demain. Et avoir de l'énergie propre.
et avoir de l'énergie propre. Mais à condition qu'ils travaillent eux-mêmes, à condition qu'ils mettent des plaques photovoltaïques chez eux. On dit vous êtes à 20-25%, on va vous ramener 60, 65 ou 70, vous êtes les meilleurs. À condition aussi de les accompagner peut-être par la... Et comme vous avez dit, ceux qui sont en fuel passeraient au gaz. Parce que payer $100 la tonne... Ça sera plus cher. Ça sera plus cher. Ça sera plus cher. Voilà, et donc en période d'inflation aussi, ça peut être aussi alourdir les facteurs de production d'une industrie. Parce que, vous savez, le calcul donne à peu près, si vous avez une... la taxe carbone, c'est comme si votre facture électrique augmente de 80%. C'est un peu ça. C'est une sanction financière. Une grande sanction. 2026, c'est bientôt, c'est quasiment demain. Est-ce que vous pensez, Saïd Gamra, qu'on sera prêt et que nos industriels seront prêts, que notre tissu productif et économique sera prêt pour cette exigence carbone? Non, il ne le sera pas. Merci Saïd Gamra, on finira là-dessus. En espérant qu'il le sauve. En tout cas, vous, en tant que spécialiste et expert, vous dites, je pense qu'en 2026, vous avez été non, clair, mais c'est pas du pessimisme. J'ai vu des gens qui mettent les plaques, qui sont entre 10 et 20% de taux de décarbonation. Si je n'amène pas quelque chose de l'extérieur, si je ne fais pas activer l'article 26 de la loi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En tout cas, activer l'article 26 et tout ira bien. Tout ira bien. Et on sera peut-être, en tout cas, vous dites, on ne sera pas forcément prêt pour 2026. Je ne pense pas, non. Merci infiniment. Il faut être réaliste. Bon, c'est des choses qui sont techniques, on connaît les délais, même si on fait un grand projet, mais là, la loi, elle bloque avec l'article 26. En tout cas, c'est l'article 26, on verra bien si l'Union européenne aussi va donner un nouveau délai de carence aussi, peut-être, parce qu'ils ont annoncé 2026. J'ai demandé un délai de 5 ans pour qu'on mette à niveau nos industries. Donc, il faut renégocier avec l'Europe. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas... Si demain on exporte de l'énergie propre vers l'Europe, on sera en position de force à la table des négociations, vous êtes sur la neutralité carbone. Voilà. Donc peut-être que le premier dividende aussi, c'est la première question de première ronde. Ça serait un dividende. Voilà. Et peut-être ça serait un dividende. Position un peu de force à la table des négociations sur la neutralité carbone. Mais il faut aussi noter que les entreprises européennes, ils ont des quotas carbone gratos. D'accord. Donc tout ce qu'ils payent, c'est la différence une fois qu'ils dépassent le quota. Donc on va mettre une entreprise marocaine qui n'a pas de quota à côté d'une entreprise qui, elle, a des quotas gratuits de son gouvernement. Ça n'a pas de sens. En tout cas, il va falloir... On ne se bat pas avec les mêmes armes. Dès qu'on commencera à produire et à exporter de l'énergie propre de Guelmim à Inch'Allah, l'Europe, je crois que on pourra se mettre éventuellement à renégocier pour 2026. La région de Guelmim est très... elle pousse un petit peu pour ce genre de projet et ça intéresse tout le monde. Et bon. En tout cas, on verra bien. Merci en tout cas infiniment à vous. Je vous remercie. Saïd Gamra, je rappelle, spécialiste en énergie et en management de l'énergie en temps réel. Et là, c'est un débat sur le ring, l'ODJ TV Radio en temps réel. Sur l'énergie et sur tous les enjeux énergétiques, à la fois l'investissement massif annoncé par Total Energy, 100 milliards de dirhams dans la région de Guelmim, à la fois sur la réforme de l'eau. On veut cet investissement, on le veut, mais il faut que ça soit win-win. En gros, c'est ma conclusion. Il faut que ça soit... Sans oublier que c'est des investissements extrêmement capitalistiques et qu'il faut être un très grand opérateur, acteur du secteur du pétrole et du gaz. Exactement. Pour pouvoir aussi porter et supporter un investissement aussi important, puisqu'il y a un investissement identique et consenti en Mauritanie. Merci à vous, Saïd Gamra. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Merci, à très bientôt.